Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci à vous parce que vous avez une fois de plus montré l'intérêt que vous portez à votre chaîne et à votre émission Rendez-vous du soir sur la chaîne de la maman. Maman Excellencia. On vous avait annoncé notre invité des marques aujourd'hui. Lui, il s'appelle l'honorable Lambert Mende Omalanga, ancien ministre, ancien mandataire, aujourd'hui mandataire encore, si je peux le dire ainsi, quelqu'un qui a travaillé pour la nation dans plusieurs secteurs. Il est là avec nous pour essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. Il est également député national, président d'un parti politique CCI aussi, porte-parole d'un regroupement, l'AE, à moins que je me trompe. Oui, l'Alliance et Action pour l'État de droit. Voilà, Monsieur Lambert Mende, c'est le bienvenu. Merci. Qu'est-ce que j'ai oublié à votre présentation? Non, je pense que ça résume tout ce que je suis. Ok. Honorable Lambert Mende, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Mais à part cela, j'aimerais que nous puissions également placer un mot sur certains sujets importants qui concernent également la vie de la nation. Mais avant tout, honorable Lambert Mende, êtes-vous fier, une fois de plus, d'être appelé natif du Sankourou? Naturellement que je suis fier de ce que je suis, parce que je n'ai pas été fait autrement. Je suis né fils du Sankourou, de père et de mère. Et donc, que le Sankourou ait des problèmes aujourd'hui, qu'il en ait demain, je suis obligé de me sentir fier de ce que je suis et tenu de contribuer à la solution des problèmes éventuels que cet espace qui m'a vu naître et dans lequel je laisserai mon héritage évolue normalement. Honorable Lambert Mende, le Congo vous a presque tout donné. Mais il semble que honorable Lambert Mende n'a pas fait le nécessaire pour les Congos. Je ne pense pas que je sois venu ici pour vanter mes qualités ou faire oublier les vices dont je pourrais être porteur. Parce que nous ne sommes pas en campagne électorale pour l'honorable Lambert Mende, parce que ce n'est pas ici que je me ferai voter. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et donc je pense que votre question tombe un peu à côté de la plaque. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo et je m'efforcerai de faire en sorte de ne pas trop me projeter comme si je venais chercher quelque chose ici. Nous parlons de la République. Il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous ne faisons pas. Ce n'est pas individuel. Non, non. Monsieur Lambert Mende, la question, je voulais tout simplement que vous puissiez regarder la caméra et être conscient qu'il y a les milliers de Congolais qui sont en train de vous suivre. Quand j'ai dit le Congo vous a tout donné, il semble que vous avez rien retourné à ces beaux pays. Rien, c'est trop dire. Il semble, parce rien, que... non, c'est trop dire. Et quand j'ai dit cela, si il y a les Congolais de la diaspora... Si je vous disais le peu que j'ai fait pour ce pays, vous tomberiez de votre chaise. Qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait pour ce pays, je le fais dans ma circonscription, parce que je n'ai jamais sollicité un mandat national au sens de président de la République ou quoi, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait dans ma circonscription. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans les différentes structures de l'exécutif où il m'a été appelé à travailler. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes venus parler ici. Hein? Nous pouvons réserver une émission pour cela. Sincèrement, je pense que tous les Congolais doivent tout au Congo. Et tous les Congolais n'ont pas donné au Congo ce qu'il fallait. C'est pourquoi le Congo est là où il en est. Les gens sont plus exigeants à Lambert Mende parce que Lambert Mende... Je ne suis pas un Congolais spécial. Je suis un Congolais comme un autre. Analysons ce que nous, les Congolais, devons faire aujourd'hui pour le Congo, pour le sortir des problèmes qu'il connaît à ce jour. Je pense que c'est ça qu'on attend
de cet entretien. Mais plutôt, on dit que Lambert Mende fait des choses pour lui, pas pour l'intérêt des autres. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour ma famille, que je n'ai pas fait surtout pour d'autres. Surtout Sankourou. Au Sankourou, j'ai créé une université sur mes fonds propres. Excusez-moi. Aucun de mes enfants n'y étudie. Alors, j'ai fait pour ma famille. Au Sankourou, j'ai construit des ponts sur lesquels roulent des gens. Ce n'est pas mes véhicules qui roulent sur ces ponts. Je l'ai fait pour moi-même. Au Sankourou, j'ai des infrastructures dont j'ai financé la construction sur fonds propres qui sont aujourd'hui à la disposition des Sankourois. Ce n'est pas à ma disposition puisque je vis à Kinshasa. Donc je vous dis, arrêtons là, n'en jetez plus. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas de ça qu'on est venu parler. Il y aura un moment pour la campagne électorale, cher ami. Donc vous me connaissez bien mal ou ceux qui posent ce genre de questions ne me connaissent pas. Ok. Est-ce que Lambert Mende garde encore sa popularité jusqu'à aujourd'hui? Parce que vous étiez parmi les meilleurs élus à l'époque. Mais nous n'avons pas eu d'autres élections après celle-là. Attendons celle-ci pour savoir. Il semble que votre leadership a baissé un peu. Sur base de quelles données? Parce qu'il n'y a qu'une élection qui permette d'établir si on a perdu sa popularité ou pas. Là, vous êtes en train de faire des projections dans le vide. Il faut attendre qu'il y ait une élection pour comparer. Vous ne pouvez pas comparer des choses incomparables. Une élection avec des commentaires de gens qui sont peut-être jaloux, qui parlent à cause de la jalousie ou des choses comme ça. Je pense que vous êtes à côté de la plaque. Merci, honorable Lambert Mende, natif du Sankourou. Je salue monsieur Olengankoy qui est en train de nous suivre également et Méré Okunji qui est en train de nous suivre à ce moment. Alors, honorable Lambert Mende, avec vous, on va vraiment décrypter les grandes lignes d'actualité. Honorable Lambert Mende, est-ce vrai aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est l'incarnation de Mobutu? Celui qui peut dire une telle chose... Donnez-moi la photo de Mobutu. Peut être qualifié de mauvaise foi. Okay. Nous avons pratiqué le président Mobutu. Nous avons vu comment il a dévié du chemin que les pères de l'indépendance ont tracé à ce pays. Nous étions encore bien jeunes et nous avons vu comment le peuple a vomi le régime du président Mobutu jusqu'à soutenir les forces de l'AFDL qui sont venues mettre fin à son régime. Je ne vois rien de comparable entre les efforts que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'entreprendre depuis qu'il a été élu démocratiquement à la tête de ce pays à la fin de 2018 et les errements, on va dire ça comme ça pour être poli, du défunt président Mobutu. Donc il n'y a rien de comparable, c'est seulement la mauvaise foi qui peut faire parler des gens pour faire établir des comparaisons qui ne tiennent vraiment pas la route. Alors, honorable Lambert Mende, vous êtes un scientifique, j'aimerais que vous puissiez nous aider. Il y a quand même les étudiants qui sont en train de vous suivre. Quelle est la différence qui démarque un dictateur et un démocrate? Mais d'abord, le dictateur, on le connaît déjà au niveau de son avènement au pouvoir. Le président Mobutu a capturé le pouvoir un certain 24 novembre 1965 par la force. Personne ne l'avait élu. Par la suite, il avait organisé des simulacres d'élections avec un parti unique, avec des résultats plus ou moins soviétiques, 99,9%, comme Kagame aujourd'hui, etc., comme Kagame. Ça, c'est un dictateur, Kagame. Okay. Le président Tshisekedi a été honorablement élu, démocratiquement, et il est en train de nous préparer un premier processus électoral qui se fait fort d'organiser à date, puisqu'on a dit tous les 5 ans, et il s'efforce d'organiser après 5 ans cette élection, et il subit les assauts d'un groupe de politiciens qui veulent l'empêcher d'organiser ces élections à bonne date, et il résiste à ces assauts. Déjà, il y a une première comparaison. Ça ne tient pas la route. Okay. Deuxièmement, au niveau de l'exercice quotidien du pouvoir, le dictateur dicte. Le dictateur n'écoute pas.
Okay. Le président Tshisekedi passe beaucoup de son temps à écouter ceux qui ont reçu mandat de pouvoir partager la responsabilité de la gestion publique avec lui au niveau des institutions, au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées parlementaires, au niveau des assemblées provinciales. Il sillonne le pays, il sillonne le monde pour écouter ce qui est dit par les gens, écouter ce que les gens ont à cœur de la perception qu'ils ont de sa gouvernance, et il prend des mesures correctives qui parfois atteignent ses plus proches collaborateurs. Ça n'a jamais été le cas avec le défunt président Mobutu. J'en passe, c'est des meilleurs. Il y a plusieurs exemples. Quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, considère son opposition comme une opposition faible, qui dit que les portes de la prison seront ouvertes, est-ce que ça, ce n'est pas une manière d'intimider les autres, une manière de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi? Je ne pense pas que le simple fait de dire que l'opposition est faible soit une manifestation. Il se croit le tout-puissant, donc. De dictature. Non, s'il vous plaît, c'est une analyse. Puisqu'avant d'être président de la République, on est un homme. Et le président Tshisekedi est un individu comme vous, comme moi, qui a ses idées, qui est intellectuellement constitué, qui a le droit également de penser qu'une démarche de tel ou tel de ses concitoyens est de nature à répondre à ce qu'on attend de cette catégorie de citoyens. L'opposition est une force de proposition. L'opposition n'est pas une force de déstabilisation d'une société. Et lorsque on constate que l'opposition se perd, s'abîme dans des projets plutôt de déstabilisation de la société, d'empêcher un processus électoral démocratiquement élaboré d'atteindre ses objectifs, on peut la critiquer. Le président Tshisekedi n'est pas, parce qu'il est président de la République, il ne lui est pas interdit d'exprimer une critique vis-à-vis de ses concitoyens qui sont dans l'opposition. Nous sommes dans une république démocratique. Le président a le droit d'avoir une opinion, tout comme l'opposition a le droit d'avoir une opinion. L'opposition n'est pas la seule à avoir le droit de le critiquer. Lui aussi a le droit de dire ce qu'il approuve dans l'opposition et ce qu'il trouve contestable dans la démarche de l'opposition. Et dire que l'opposition est faible, ma foi, c'est quelque chose de... Est-ce qu'un chef de l'État peut dire ça? Parce que le chef de l'État, il est le parent de la nation. Quand lui déjà attaque l'opposition comme ça, que nous avons une opposition faible... Ce n'est pas une attaque que de constater que quelqu'un est faible, cher ami. Ce n'est pas une attaque, c'est un constat. On est faible ou fort. On est organisé ou désorganisé. On est en phase avec une législation donnée ou on est en rébellion contre cette législation. Alors le dire, ce n'est pas nécessairement menacer quelqu'un. Dire quelque chose, c'est le constater. C'est une analyse. C'est même un appel du pied pour susciter un changement d'attitude de la part de celui à qui on s'adresse. Lorsque je dis à mon fils qu'il n'est pas bon en mathématiques, ce n'est pas que je veux absolument le ridiculiser. Je veux le pousser à faire mieux lors du prochain devoir ou de la prochaine interrogation. Alors, voilà tout. Honorable Lambert Mende, vous êtes la personne la mieux placée à nous aider à comprendre la forme de l'opposition que nous avons aujourd'hui par rapport à votre expérience. Je rappelle que vous étiez également le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila Kabange. J'étais avec les gens de l'opposition ici et disent le contraire de ce que Félix Tshisekedi avait dit, que l'opposition d'aujourd'hui, ce n'est pas une opposition barbare comme l'opposition de l'IDPS d'hier. L'IDPS cassait, l'IDPS brûlait, l'IDPS faisait ce que pensait que c'était bon, mais l'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition républicaine. Du fait que nous avons une opposition civilisée selon les opposants, et vous, le régime, ça vous donne le pouvoir de les considérer faibles. Vous voulez qu'eux aussi cassent pour que vous puissiez les considérer que c'est une opposition forte? Cher ami, il y a un leader de l'opposition qui est en prison aujourd'hui pour avoir été trouvé porteur d'une arme sans autorisation. Je ne pense pas que cette arme-là était destinée à ne pas casser.
Vous avez vu un leader de l'opposition qui a présenté des douilles d'un pistolet, des balles d'un pistolet qu'il a prétendu avoir ramassé dans sa voiture et qu'il a voulu faire porter, dont il a voulu faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Alors qu'en réalité, lorsqu'on tire, c'est du lieu d'où on tire, c'est dans le lieu où on tire que tombent les douilles. Donc si Matata a ramassé les douilles dans sa voiture, c'est que c'est de sa voiture qu'on a tiré. Et je ne pense pas qu'on a tiré pour calmer la situation. Okay. On a tiré pour chauffer la situation. Et donc ça ne correspond pas à la réalité. Donc Matata avait tiré? Mais je vous dis qu'il a reconnu avoir ramassé des douilles dans sa voiture. Et je ne sais pas si quelqu'un est entré dans sa voiture pour tirer à sa place et faire en sorte qu'on retrouve. Il n'a pas dit qu'on a volé sa voiture. Donc je constate simplement des faits. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je constate des faits qui ne corroborent pas ce qu'ils se disent, opposition civilisée. Une opposition civilisée ne se promène pas avec des armes. Une opposition civilisée ne tire pas à partir de sa voiture au cours d'une manifestation pour faire porter la responsabilité sur des forces de l'ordre. Une opposition civilisée coopère avec les forces de l'ordre qui encadrent une manifestation et ne cherche pas à calomnier les dites forces de l'ordre. Voilà tout ce que je peux dire. Honorable Lambert Mende, pensez-vous que l'UDPS est un modèle de l'opposition? Je ne suis pas ici pour juger l'UDPS. Je suis membre d'un parti politique qui s'appelle la CCU. J'ai adhéré à un regroupement qui s'appelle Alliance et Action pour l'État de droit, qui est allié à l'UDPS, mais ça ne fait pas de moi un membre de l'UDPS. Mais l'étude comparative quand même, parce que nous parlons de l'opposition. Excusez-moi. Ou un juge de l'UDPS. Alors je vous serais reconnaissant de me poser des questions sur mon parti, sur mon regroupement, les relations avec l'UDPS, naturellement, elles sont bonnes, mais je ne peux pas vous venir ici perdre le peu de temps que j'ai à discuter avec vous pour m'ériger en juge d'une autre formation politique que celle à laquelle j'appartiens. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour l'UDPS, si c'est ça que vous voulez dire. Parce que l'UDPS, c'était quand même le modèle de l'opposition. Et l'opposition, selon les autres pensaient que... Je n'ai pas encore écrit sur cela. J'ai beaucoup écrit et je continue à écrire. Vous attendrez le jour où je publierai un article sur l'UDPS pour me poser ces questions-là. Mais je ne me suis pas encore penché sur le modèle de l'opposition ou quoi. J'ai d'autres écrits sur le souverainisme, etc., qui m'intéressent, qui me parlent comme le moubiste. Donc là, je n'ai pas à discuter avec vous de ce qu'est l'UDPS. Je pense que vous recevez suffisamment de membres de l'UDPS, mais je vous répète que je suis l'allié. En tant que membre de l'AE, je suis l'allié de l'UDPS et que c'est parce que je respecte l'UDPS que j'ai accepté d'être l'allié de l'UDPS sans pour autant prétendre que l'UDPS, ce sont des saints du ciel. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. J'estime pour ma part que leurs qualités sont plus importantes que les défauts sur lesquels vous semblez vouloir vous apaisantir au cours de cet entretien. Merci. Je vais inviter Augustin Kabouya. Je l'avais reçu. Je vais encore l'inviter pour essayer un peu de placer un mot sur ça. Mais avant de passer à ce sujet, parce qu'on a cité Kabouya, honorable Lambert Mende, vous êtes une bibliothèque, vous êtes un vrai scientifique. Mais il y a un problème. Le tribalisme tue le Congo aujourd'hui. C'est exact. Il y a ceux qui pensent que les acteurs politiques congolais aujourd'hui se lancent à ces jeux-là terribles. Il y a les derniers propos d'Augustin Kabouya. Les gens peut-être l'ont mal compris en disant que Kabouya a attaqué les autres pour dire que les gens qui critiquent Tshisekedi aujourd'hui, ce n'est pas parce que Tshisekedi gère mal, mais tout simplement parce qu'il est Moulouba. Vous êtes un leader d'opinion, quand même il faut freiner cela si cela est vrai. Mais est-ce que dire cela, c'est faire du tribalisme? À ce moment-là, je pense qu'il faut rentrer dans vos classiques et essayer de vérifier bien la définition du tribalisme. J'ai vu les opposants attaquer Kabouya à tout le moment. Je pense qu'Augustin Kabouya s'est plaint, puisqu'il appartient au parti politique du président Tshisekedi, qui est Luba du Kasaï.
et il a émis une plainte. Vous savez, lorsque vous me blessez et que je dis « j'ai mal, vous m'avez blessé », je ne vous ai pas rendu nécessairement le coup de couteau qui m'a blessé. Vous m'avez blessé, mais reconnaissez-moi le droit de dire « j'ai mal, vous m'avez blessé ». Et donc Kabouy a dit « on attaque mon président de parti, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il est de telle région, il est Louba, mais pas parce qu'il a posé des actes, parce qu'on n'entend pas des critiques sur la gestion. On voit des critiques sur les relations qu'il aurait avec tel ou tel autre dignitaire du pays qui viendrait de son espace sociologique, mais on ne voit pas réellement de fondement en ce qui concerne la gestion de l'État que nous lui avons confié en 2018. Donc, Augustin Kabouya a le droit de se plaindre du fait que les attaques visent plutôt le bas de la ceinture, les origines du chef du parti dont il est membre et dont il est secrétaire général, et non pas les actions politiques ou les actions de gestion qui sont posées par le président de la République, sur lesquelles nous attendons que le président soit éventuellement critiqué et pour lesquelles il pourrait apporter des réponses. Alors, honorable Lambert Mende, est-ce aujourd'hui vous regrettez d'être député national sous le régime Tshisekedi parce que, selon plusieurs sources, vous vous êtes retrouvé dans ces parlements avec les gens qui ne maîtrisent pas les ABC, qui n'honorent même pas d'être appelé député national? Pourquoi il ne mérite pas d'être député? On mérite d'être député dès lors que la population vous a choisi. Cher ami, puis-je vous rappeler qu'on est député pas par nomination, on est député parce que le peuple vous a élu. Et j'aurais vraiment la mauvaise idée de prétendre que le peuple congolais aurait eu tort de désigner un seul d'entre nous pour venir le représenter au Parlement, mais ce serait vraiment de l'imposture de ma part. Je n'ai pas à me substituer au corps électoral congolais pour juger des décisions que souverainement le peuple a pris d'envoyer 500 de ses enfants, fils et filles, le représenter au niveau du Parlement. Donc je ne partage pas le point de vue selon lequel il y aurait des députés qui ne mériteraient pas de venir au Parlement et qui mériteraient de venir. C'est le choix du peuple. Le peuple est souverain et nul n'est au-dessus de cette souveraineté. Mais quand on dit plutôt que votre Parlement ici ne pompe pas des lois, ne travaille pas, il y a plus des jouisseurs. Le Parlement a pris énormément de lois. Sous Mbosso, qui est sous Sobemina, où il y avait autant de lois. Évitons les attaques ad hominem. Mais il ne faut pas vous en prendre au président Mbosso. On n'a pas à le comparer à d'autres présidents. C'est un parlement qui agit par procuration, contrairement à d'autres parlements. Si nous partons sur le nombre des textes de législation qui ont été adoptés sous tel ou tel autre président, je ne pense pas que Christophe Mbosso soit le dernier. Je pense qu'il est parmi ceux qui ont fait voter le plus grand nombre de textes législatifs que d'autres, sans qu'on ne puisse jeter dans la marmite de l'infamie les autres qui l'ont précédé. Ce sont des gens qui ont été désignés par le peuple congolais. Il faut du respect vis-à-vis d'eux. Alors, honorable Mende, parce qu'il y a tellement de choses à parler avec vous, l'opposition congolaise veut en réalité aller aux élections, mais cette opposition a également posé de préalables. Vous avez suivi Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres. Pensez-vous que nous pouvons aller aux élections apaisées dans ces climats ici, sans Lamuka? Vous pensez qu'on aura les bonnes élections? Je me pose la question à mon tour s'il y a eu un simple cycle électoral dans ce pays qui se soit tenu sans que l'un ou l'autre d'entre nous se tienne à l'écart parce qu'il n'était pas certain de pouvoir remporter la majorité ou remporter la victoire là où il souhaitait se retrouver. Donc c'est devenu finalement rituel. C'est devenu comme une tradition. C'est devenu une chanson dont nous tous nous connaissons le refrain. Hein? Donc je ne pense pas qu'il faille s'attarder là-dessus. Il y a eu des gens qui ont cassé du sucre sur le dos de la Commission électorale nationale
indépendante lorsqu'elle a commencé à enregistrer les électeurs. Et nous nous sommes retrouvés à la fin de la journée avec un registre électoral de près de 45 millions de Congolais sur 49 millions attendus dans un pays en guerre. Hein, 2 provinces sont en guerre. 45 millions sur 50 millions. C'est la grande majorité de la population qui a répondu positivement. Donc ils n'ont pas suivi les mots d'ordre ou les critiques de ceux dont vous parlez là. Donc la minorité, ce n'est pas eux qui doivent faire la loi. Ils doivent se soumettre à la loi de la majorité. Se soumettre à la loi de la majorité. Excusez-moi, vous devez me laisser terminer mon propos. La majorité a décidé de pouvoir se faire enrôler et de faire entendre sa voix et de choisir ses élus, tant au niveau de la présidentielle, des législatives, nationales, provinciales, que des élections locales. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas y aller parce qu'ils vont y laisser des plumes. Mais est-ce que cela doit arrêter la majorité? Si vous répondez par l'affirmative, alors vous n'êtes pas démocrate. Puisque la démocratie est la loi de la majorité. Comment voulez-vous que l'opposition accepte d'aller aux élections au moment que l'audit du fichier pose problème? Mais de quelle opposition parlez-vous, cher ami? Mais l'opposition... Vous avez parlé de la Mouka. Je peux vous citer une autre partie de l'opposition qui va aller aux élections. Vous parlez de Mouzitou? Excusez-moi. Oh, ok. Je ne parle pas de Mouzitou. La Mouka débauché? Dans le groupe des 4 là qui sont allés à Lubumbashi, il y a un qui a dit « Nous n'allons pas aux élections ». Et aussitôt... Martin Fayulu, il faut le dire. Les leaders de... Et aussitôt, il y a un autre qui a dit « Nous irons aux élections ». Alors, de qui parlez-vous, finalement? Puisque nous avons entendu le porte-parole de Moïse Katumbi dire « Nous irons aux élections ». Alors, de quoi parlons-nous? Nous allons perdre notre temps inutilement. De quelle opposition? Vous avez suivi les meetings? J'aimerais que vous parliez des oppositions. Donc, chacun a son point de vue. Ils sont divisés. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les uns veulent aller aux élections, les autres veulent ne pas aller aux élections. Je n'ai pas ici à venir discuter de leurs conditions, de leur volonté. Ça, c'est leur volonté. Aller à une élection, c'est la gestion d'une valeur qu'on appelle liberté. Mais M. Lambert, nous voulons tous les élections, mais les élections apaisées, pas les élections boutiquées comme Martin Fayulu est en train de... Donnez-moi la photo de Martin Fayulu. On n'aura jamais une unanimité sur la façon dont une institution comme la Commission électorale nationale indépendante travaille. Tout comme on n'a jamais l'unanimité sur la façon dont le gouvernement rend ses services à la nation. Tout comme on n'a jamais l'unanimité sur la façon dont le Parlement travaille ou dont le président travaille. Il y aura toujours des tirs au flanc qui diront que ce n'est pas bon. Et c'est la démocratie. C'est des choses qu'il faut s'habituer en démocratie. Il ne faut pas dramatiser outre mesure. Le fait qu'en démocratie, il y ait la critique. C'est tout à fait normal qu'il y ait le refus de certains points de vue. C'est ça la démocratie. Ça fait même la beauté de la démocratie. Est-ce que ça, ce n'est pas des signes de vrais dictateurs quand vous n'écoutez même pas l'opposition? Parce que Martin Fayulu, quelle opposition? Si nous regardons les élections de 2018, Martin Fayulu était deuxième. Il a les gens derrière lui. Ce n'est pas un problème d'avoir des gens derrière soi. Mais pourquoi vous ne tenez pas compte de ce que... Cher ami, de quelle opposition parlez-vous? Vous en parlez comme si ils n'ont qu'une seule voix. Ils n'ont qu'un seul point de vue. C'est un président légitime. Je viens de vous démontrer que Martin Fayulu a dit « Nous n'irons pas aux élections ». Olivier Kamitatou, porte-parole de Katumbi, a dit « Nous irons aux élections ». Alors, je me prononce sur qui et sur quoi? Apparemment, vous préférez me faire parler sur Martin Fayulu et vous ne dites rien sur ce que le porte-parole de Katumbi a dit. Parce que le porte-parole de Katumbi n'a pas le même poids c'est un problème. N'a pas le même poids de Fayulu. Ça les concerne. Ça ne me concerne pas, puisque je ne suis pas dans l'opposition. Ils doivent régler ça entre eux. Vous comprenez? La majorité des Congolais veut aller aux élections. Dans les oppositions, il y en a qui veulent aller aux élections. Et il y en a qui ne veulent pas aller aux élections. Et vous êtes en train de parler comme si le point de vue des oppositions est reflété par celui d'un seul parmi tous les autres qui vont aller aux élections avec la majorité des Congolais. Non, là, vous avez tout faux. Le mode d'accession au pouvoir en Afrique, souvent, il y a le sang qui coule.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ces chaos électoraux? Peut-être en 2023, il est temps de mieux faire. Pourquoi vous voulez pousser Tshisekedi n'a pas coulé en 2018. Pourquoi voulez-vous que le sang coule en 2023? On dirait que vous êtes assoiffé de sang, cher ami. Le sang ne coulera pas. Nous irons aux élections et il y aura le soleil qui va se lever et nous aurons un président. Et nous aurons une majorité au Parlement. Et nous aurons des majorités dans des assemblées parlementaires. Il y aura des gens qui aimeront le président. Il y a des gens qui n'aimeront pas le président. Il y a des gens, il y aura une opposition dans les assemblées parlementaires parce que nous ne sommes pas une république soviétique. Nous sommes une démocratie. Vous avez encore à intégrer ça dans votre univers mental. Alors, Monsieur Lambert Mende, pensez-vous que la RDC est suffisamment outillée pour avoir ces élections apaisées? Est-ce qu'il faut compter sur l'appui de la communauté internationale? Mais les élections ne sont pas l'affaire de la communauté internationale. Que je sache, nous n'allons pas aux urnes en décembre 2023 pour voter le secrétaire général des Nations Unies ou je ne sais quelle organisation internationale. Nous allons aux urnes pour voter, pour mettre en place les institutions nationales. Et j'ai l'habitude de dire que les élections sont l'exercice un exercice par excellence de souveraineté d'un peuple. S'il y a un domaine sur lequel une population doit se montrer jalouse de sa souveraineté, c'est celui du choix de ses dirigeants. Et une population normalement constituée devrait refuser de toutes ses forces des ingérences de l'extérieur, de gens qui voudraient choisir à sa place ceux qui doivent le diriger. Puisque lorsque des gens viennent vous indiquer comment vous devez aller aux élections, c'est qu'ils voudraient vous indiquer qui doivent sortir de ce processus électoral. C'est pourquoi nous faisons tout pour limiter autant que possible, même l'assistance que nous recherchons auprès de l'étranger pour des raisons techniques, doit être la plus limitée que possible. Elle ne doit pas porter ombrage à la souveraineté de notre peuple. Il y a un Français qui m'a dit, si nous venons en Afrique pour essayer un peu d'observer les élections, c'est pour éviter les compromis africains, donc, comme les Africains le font. C'est une insulte, il vous a insulté. Si vous l'avez laissé partir sans lui rabattre son caquet, alors vraiment, vous n'êtes pas un intellectuel congolais. Je suis désolé. Devant moi, quelqu'un qui dirait ça, je lui parlerai de telle sorte qu'il dorme mal cette nuit-là. Monsieur Lambert Mende Omalanga, on évolue avec vous, mais j'aimerais, avant que nous puissions prendre un autre sujet, que nous puissions suivre la vidéo ici à Mbujimayi. On a suivi le chef de l'État qui a dit des choses et ça crée trop de polémiques dans les réseaux sociaux. Il semble que le chef de l'État veut engager la guerre avec l'Église catholique et avec les ennemis de la République. Est-ce que Tembi était content, Ambongo et les autres? Prenons d'abord la vidéo, nous allons décrypter ces discours ou soit les propos du chef. Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont
en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre cher pays. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Des retours sur ces plateaux, honorable Lambert Mende. Oumalanga, vous venez de suivre le président Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi. Ses propos divisent des Congolais sur la toile. Pensez-vous, comme chef de l'État, pouvez tenir de tels propos? Je vous dirai tout de suite que je n'aurais pas dit autre chose que ce que le président a dit. Et je voudrais dire ici toute ma satisfaction de l'avoir entendu dire ces choses-là. Parce qu'au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit du devenir de notre pays. Ce pays que nous avons en un seul exemplaire. Il y a des gens qui ont des partenaires, qui ont des mentors à l'étranger, qui, lorsque tout va mal ici, prennent l'avion et vont se mettre à l'abri hors de nos frontières. Mais la plus grande partie des Congolais n'ont que cet espace ici comme espace d'évolution et de vie. Et lorsque le président de la République prend son micro et invite les membres de la hiérarchie, certains membres, parce que pas tous, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas allé en guerre contre l'Église catholique. Je vous rappelle qu'il se trouvait à Mbuji-Mayi pour honorer l'Église catholique. Parce qu'il est allé au jubilé d'argent d'un évêque, Monseigneur Kassanda, l'évêque de Mbuji-Mayi, qui fêtait ses 25 ans de vie épiscopale. S'il n'avait pas de respect pour cette Église, pourquoi voulez-vous qu'il se soit donné la peine de quitter le siège des institutions où il travaille pour se rendre à Mbuji-Mayi pour honorer ce père de l'Église, cet évêque qui fêtait son jubilé d'argent. Donc il ne s'agit pas ici de quelque chose qui concerne l'ensemble de l'Église catholique. Et il a bien dit qu'il s'adressait à ceux au sein de la hiérarchie catholique qui sont en train d'effectuer cette espèce de déviation. Et ce que le président dit
avait été dit quelques jours auparavant, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait attention, par le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du pape dans notre pays. Lorsque, clôturant une cérémonie ecclésiastique à Lubumbashi, il avait mis ce groupe d'évêques qui ont tendance à vouloir diviser les Congolais, à vouloir prendre fait et cause dans le débat politique congolais en faveur d'un camp contre un autre, à ne pas le faire. Je pense qu'il s'appelle Monseigneur Balestero. C'est un collaborateur direct du pape. Donc finalement, le président s'adresse à ces gens au sein de l'Église qui désobéissent même à leurs propres lois, puisque chez eux, la parole du pape ou de l'envoyé du pape ne se discute pas. Il y a l'infaillibilité du souverain pontife. Mais ils s'en foutent éperdument, parce que leur discours est, comme un de vos collègues l'a écrit un jour dans une allégorie que j'ai particulièrement appréciée, financièrement motivé. On les corrompt avec de l'argent et on leur met des mots dans la bouche pour opposer les Congolais les uns aux autres. Donc vous pensez que dans l'Église catholique, il y a des évêques comme ça corrompus? Ça, ni le pape, ni le président de la République ne peuvent pas l'accepter, et j'approuve ce discours-là. Nous devons l'approuver, et ceux qui critiquent ce discours sont des insensés qui ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. C'est quand même fort. Je voudrais vous rappeler, laissez-moi vous rappeler. Les insensés, c'est un peu fort. Laissez-moi vous rappeler un point de l'histoire. Nous étions des enfants lorsque un homme a surgi de nulle part pour nous libérer du joug colonial belge. Patrice Emery Lumumba, dont je suis un disciple. Patrice Emery Lumumba a été taxé de tous les noms par nos colonisateurs. Et qui sont ceux qui appuyaient nos colonisateurs? Parmi ceux qui les appuyaient, il n'y avait pas seulement l'administration coloniale de l'époque. Il y avait également certains membres du clergé catholique, toujours le même. Pas tous, heureusement. Certains membres du clergé catholique. Okay. Et lorsque nous lisons les récits de l'époque, on prétendait que Patrice Lumumba était un communiste, alors qu'il ne l'était pas. Et on expliquait communiste à nos parents qui n'avaient pas eu la chance de faire beaucoup d'études par des formules qui étaient simplement pitoyables. Vous savez, communiste, c'est-à-dire même votre femme devient la femme de tout le monde, votre vélo c'est le vélo de tout le monde, votre moto c'est la moto de tout le monde, votre chambre c'est la maison de tout le monde, etc. pour dégoûter les gens de ce message émancipateur dont Patrice Lumumba était porteur. Alors s'il vous plaît, ne me demandez pas à moi, un lumumbiste convaincu, de critiquer le point de vue que le président Tshisekedi est en train d'émettre. C'est un point de vue nationaliste, c'est le point de vue juste, et c'est le point de vue qui appelle ces évêques à rester l'église au milieu du village. C'est tout ce qu'il leur demande. Est-ce l'église... ils prêchent l'amour. Est-ce l'église peut être au milieu du village? Naturellement. Ou l'église c'est le peut rôle être de l'église. Du bon côté, là où défendre le faible? Qui décide du bon côté? Qui décide du bon côté? C'est vous? C'est moi? C'est l'évêque là dont vous parlez? Quand Mbongo dit clairement au gouvernement... Ne me parlez pas d'Ambongo. J'ai dit, quand Mbongo dit clairement au gouvernement, essaie un peu d'améliorer la situation des vies des Congolais... Ce n'est pas son rôle, monsieur. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? L'opposition n'a plus de raison d'exister. Je peux vous rappeler l'histoire, et Tchaou, vous connaissez Tchaou, vous connaissez Mosengo, tous ces gens-là, ils ont toujours eu ce rôle-là de rappeler au gouvernement de mais ils ont voulu confisquer le rôle de l'opposition. Ça, c'est une usurpation de qualité. Il y a dans un pays démocratique un pouvoir, une opposition et une société civile. Alors, si dans la société civile, il y a des gens qui veulent devenir des opposants, nous sommes au royaume de la confusion. Personne ne les empêche de devenir des opposants, mais qu'ils se définissent comme opposants. Et il y aura de l'ordre.
Et Donc, les vaches seront bien gardées. Hier, Mosengo vous était ne pouvez opposant. pas vous cacher derrière... Hier, Mosengo était un opposant. Excusez-moi, ne m'interrompez pas quand j'analyse. Ok. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une soutane pour jouer un rôle d'opposant. Et finalement, lorsqu'on vous répond comme on doit répondre à des opposants, vous dites non, moi j'ai la soutane, on ne doit pas me critiquer parce que j'ai la soutane. Ça n'a pas de sens. C'est une tricherie. Il faut le dire. Pourquoi ne pas le dire? Honorable Mende, mais ce qui est bizarre, le président Tshisekedi hier était derrière Mosengo pour condamner l'ancien régime. Tout ce que Mosengo disait, vous vous rappellerez que Mosengo disait qu'on vivait dans une prison à ciel ouvert. L'opposition relaie, c'est là. Aujourd'hui, quand Mbongo en parle, il devient trop de un sorcier. Avec l'histoire. Moi qui ai vécu toutes ces années-là, je n'ai pas vu le président Tshisekedi être derrière Mosengo. Il a dit derrière qui il était. Nous l'avons suivi, vous et moi, maintenant. Mais Kabouya, à l'époque, disait que l'Église catholique a amené 50%. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Ouais. Ou bien vous posez des questions, vous répondez à vous-même. Quand je réponds, vous ne m'interrompez pas. Ok. Il a dit, j'ai passé les 3/4 de ma vie derrière un grand homme. Et il a donné son nom, même si c'est son père. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il n'a pas dit, j'ai vécu derrière Mosengo. C'est vous qui dites qu'il suivait Mosengo. Il suit les enseignements de Étienne Tshisekedi Wamulumba, le fondateur de l'UDPS. Alors ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Et Jean-Marc Abounda à l'époque disait que l'UDPS avait partagé 50-50 avec l'Église catholique. Là, l'Église catholique était importante. Aujourd'hui, quand Mbongo défend la population, vous dit des vérités, il devient un opposant. Alors, honorable Lambert Mende, le Congo doit gagner. Le Congo doit évoluer. Mais sous le régime Tshisekedi, il y a ceux qui pensent que la dictature s'est installée. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila Kabanga Kingakati. L'homme a reçu quand même, j'ai vu les Chadari, j'ai vu Chadari m'envoyer des choses, Néhémie et les autres, plusieurs personnes m'ont envoyé quand même des photos, ils étaient avec Joseph Kabila Kabanga. Je n'ai pas à voir la photo de Kingakati. Ici, Joseph Kabila demande à ses proches de résister. Vous manipulez bien la langue des Molières plus que moi. Qu'est-ce que vous comprenez de la résistance? La résistance, c'est le fait d'opposer, de s'opposer à un mouvement qui vous mène vers un lieu où vous ne voulez pas aller. Je pense qu'étymologiquement, c'est ce que résistance veut dire. Et je ne suis pas ici comme exégète du président Joseph Kabila, que je respecte beaucoup. J'ai cessé d'appartenir à la famille politique qu'il incarne pour des raisons qui me sont propres. Nous en avons parlé la fois passée. Bon, si vous avez besoin d'une définition étymologique, je vous l'ai donnée. C'est résister à un mouvement qui vous pousse dans une direction où vous ne souhaitez pas aller. Et c'est ce que Tshisekedi vient d'ailleurs de dire, hein, qu'il faut que les Congolais restent unis et qu'ils résistent à ce mouvement que les évêques veulent imposer, de les désunir. C'est aussi une résistance. Il appelle les Congolais aussi à cette résistance et il dit qu'il est le premier à pouvoir résister à ce mouvement-là. Il n'a pas pris une arme pour tirer sur un évêque. Il parle comme un homme politique. Donc il a le droit de parler dans ce sens-là. Mais ne me faites pas intervenir ici comme exégète de la pensée d'une personnalité politique que j'ai quittée il y a plusieurs années. Vous êtes député national, oui. Vous connaissez bien nos lois de la République. Joseph Kabila, on dit qu'il a violé les lois qui les protègent comme un Vous poserez la question à ceux qui sont dans la famille politique du président. J'ai dit, vous êtes un député national. Les lois de la République, vous les manipulez. Vous pouvez quand même nous aider à comprendre bien. Donnez-moi une loi qui a été violée, je peux répondre. J'ai dit. Mais ne me parlez pas de Joseph Kabila alors, et puis résistance. Alors, quand on dit, selon l'article 5 de la loi qui protège les anciens présidents, que Joseph Kabila est tenu à un silence, à ne pas parler, mais du fait que Joseph Kabila dit à ces gens de résister, il a violé cette loi. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Vous dites « on ». Posez la question à « on ».
pas à moi. On vous demande pour avoir au moins les éléments, parce que vous êtes député national. Non, je ne suis pas. Un député national n'est pas Vous pouvez nous éclairer sur certains lois. Un député national n'est pas le porte-parole de on. On, c'est quoi? On dit. Qui a dit? Celui qui a dit, vous lui poserez la question. Moi, je vous ai dit que Joseph Kabila a eu tort de dire ça. Si quelqu'un viole la loi et qu'il dit qu'il faut résister à ceux qui violent la loi, pourquoi voulez-vous que je le critique? Posez la question à ceux qui suivent ce qu'il a dit. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de moi le porte-parole du monde entier? J'ai été porte-parole du gouvernement pendant un temps. Maintenant, je suis que député national, mon ami. Alors, ne me ramenez pas à des époques où je ne suis plus. Excusez-moi. Du fait que l'Union sacrée a violé la Constitution en changeant la majorité, l'Union sacrée n'a pas respecté... C'est un débat déjà passé. Nous avons eu ce débat la fois passée ici. Hein, ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. La majorité, dans une démocratie, la volonté des députés compte. Si je veux voter, hein, vous savez, il n'y a pas de vote impératif. La Constitution l'interdit. Personne ne peut m'obliger à voter d'une façon telle parce qu'on appartient à tel parti politique. C'est ça le vote impératif qui n'est pas prévu dans la Constitution et qui est interdit. Le vote impératif n'existait pas dans la législation congolaise. Personne ne peut obliger un député à voter contre sa conscience. La loi de la répartition des sièges au Parlement, l'Union sacrée, vous les députés, vous faites les forcings, vous ne respectez même pas le préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel préalable? Citez-les. Vous êtes incapable de les citer. Quel préalable? Au Parlement, c'est une majorité qui se prononce. Et si la minorité n'est pas d'accord, elle s'exprime. Elle s'est exprimée, elle n'était pas d'accord. La majorité s'est exprimée, elle était d'accord. La loi a été promulguée. Quel député de la minorité a été arrêté ou assassiné ou tué parce qu'il s'est exprimé? Vous êtes incapable de me citer même un seul nom. Donc la démocratie marche. Pourquoi voulez-vous rabaisser comme ça notre démocratie? C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties du monde. Même en France, même aux États-Unis. Ce n'est pas toutes les lois qui sont votées à l'unanimité. Il y a toujours des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Pourquoi voulez-vous que les lois soient toutes votées à l'unanimité? Tshisekedi est plus démocrate que Kabila? Pourquoi doit-on parler en termes d'être plus démocrate ou moins démocrate? La démocratie est en train d'évoluer normalement. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est le président. Il a une majorité derrière lui. Demain, ça sera peut-être encore lui. Après-demain, ça sera un autre. Mais me dire plus qu'un autre, nous ne sommes pas ici dans un show business pour dire Papa Wemba joue mieux que Kofi, etc. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. En politique, c'est la loi de la majorité du moment. Alors, honorable Lambert Mende, on nous fait signe au nez à la fin. Je vous laisse 4 minutes. Je vous avais réservé cet exercice parce que c'est important. Vous êtes dans l'Union sacrée. On dit l'Union sacrée fait la honte de la RDC. Aujourd'hui, le dollar, c'est presque à 24. La vie est devenue trop chère. Les régimes Tshisekedi n'arrivent pas à relever les défis du social des Congolais. Vous, comme un acteur politique majeur de notre pays, regardez la caméra. Qu'avez-vous fait pour votre population? S'il s'agit seulement du dollar, cher ami, vous êtes tout à fait à côté. Parce que si le dollar a passé de 20 à 24, excusez du peu, il y a des moments où le dollar passait de 10 à 1000. Et il n'y a pas eu de discours comme ça. De 20 à 24. Mais c'est infinitésimal. C'est insignifiant de 20 à 24. Mais il a fallu quels efforts dans ce monde après l'ouragan de la pandémie à Covid-19, après le deuxième ouragan de la guerre Russie-Ukraine qui a bloqué toutes les importations des denrées de première nécessité vers nos pays, que ce pays ait tenu, ait pu avoir cette résilience pour tenir et présenter à la fin de l'exercice budgétaire des résultats de 5 à 6% de taux de croissance. Mais il faut féliciter
le président Tshisekedi et le gouvernement qui l'a mis en place, cher ami. On dirait que vous ne vivez pas dans ce monde, que le Covid, ça ne vous dit rien, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur nos pays en Afrique, ça ne vous dit rien. Tout cela, ce sont des événements, que la guerre qu'on nous fait à partir du Rwanda, qui nous occupe et qui prend une partie importante de notre budget, ne vous dit rien. Tout cela, ce sont des choses qui auraient pu justifier que nous passions même du 20 à 200. Mais nous sommes passés de 20, excusez-moi, de 20 à 24, c'est normal. Et c'est même miraculeux. Et il faut féliciter le à l'époque de Matata Pogno, il faut féliciter. À l'époque de Matata Pogno, l'homme gérait quand même. Il n'y avait pas cette guerre, il n'y avait pas Covid, il n'y avait pas la guerre russo-ukrainienne. Il ne faut comparer que ce qui est comparable. Et Matata, il est en train de se battre pour ne pas aller répondre des cas de détournement pour lesquels la justice voudrait l'entendre. Il refuse même d'aller se justifier. Il ne refuse pas parce que les lois de la République ne permettent pas. Ah non, non, les lois le permettent, cher ami. Les lois, qu'est-ce qu'elles disent? Toute infraction commise par une personne qui est président de la République, lorsque elle est président de la République ou Premier ministre, toute infraction commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de président de la République ou de Premier ministre. Alors c'est vrai, Augustin Matata n'est plus Premier ministre, mais les infractions pour lesquelles on veut le poursuivre ont été commises à l'occasion de l'exercice, ou supposées commises, hein, parce que ce n'est pas à nous à dire ici qu'il a commis ces infractions, il n'est que présumé coupable ou innocent, mais c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors, il doit aller devant le juge et demander à ses avocats de le défendre. Pourquoi refuser? Mais il a récusé ses juges, il a enlevé la confiance. Pourquoi vous m'interrompez? Il n'a pas à refuser. Il doit absolument aller devant ses juges et laisser ses avocats et lui-même démontrer qu'il n'a pas commis ces faits-là pour lesquels aujourd'hui on présume qu'il les a commis. C'est tout. Il n'y a que ça. Le fait même de refuser d'aller démontre qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il a enlevé sa confiance à Bah Tulukwebo, qui est le président du Sénat. Il a enlevé carrément la confiance au PG de cassation parce qu'il estime que la justice est instrumentalisée. Est-ce que la désignation d'un président du Sénat relève d'un sénateur? Vous voulez me dire que c'est l'hirondelle qui fait le printemps? La nomination, la désignation d'un président de Sénat est le fruit d'un vote de tous les sénateurs. Dès lors que Bah Tulukwebo a la confiance de la majorité des sénateurs, il est président du Sénat, mon ami. Il n'a pas besoin de la confiance d'un sénateur qui s'appelle M. Augustin Matata Pogno. Vous comprenez? Le président de la Cour de cassation n'a pas été nommé par M. Matata Pogno. Il a été nommé par le président de la République. Donc, les mots que vous utilisez ne sont tout à fait hors de portée. À retirer la confiance au président de la Cour de cassation, est-ce que lui qui le nomme? Ce n'est pas lui qui le nomme. Le magistrat suprême, c'est le président de la République qui l'a nommé, ce magistrat. Il doit se présenter devant lui. C'est lui qui est là. Demain, ce sera un autre. Merci. Il devra aller se justifier. Il faut respecter nos institutions. Merci, honorable Lambert. Maintenant, il nous reste une minute. Donnez-moi la photo de Franck Diongo. C'est également le mot de la fin de l'honorable Lambert. Mais parce que nous parlons des opposants en République démocratique du Congo. L'homme que j'ai demandé ici, honorable Franck Diongo, le président du MLP, arrêté aujourd'hui, un opposant, M. Lambert Mende, on dit que vous voulez affaiblir totalement cette opposition parce que vous avez peur aux élections de 2023. Franck Diongo, une fois de plus, en prison. Encore on. Bon, vous voulez que moi je justifie les on. La justice, peut-être, a des explications à demander à notre compatriote Franck Diongo. Il est entre les mains de la justice. Il n'est pas entre les mains de brigands ou d'inconnus, etc. Il est entre les mains de la justice. Vous comme moi, nous ne savons pas quelles sont les raisons pour lesquelles la justice s'est saisie de lui. On parle de questions de sécurité. Nous sommes un pays en guerre.
Souhaitons simplement que ce compatriote trouve la possibilité de pouvoir défendre son point de vue face à la justice et s'il est innocent, s'il n'est pas trouvé coupable de faits pour lesquels on présume qu'il les a posés, il sera libre. Pourquoi voulez-vous que je me prononce là-dessus? Qui suis-je pour me prononcer là-dessus? Évidemment que ça peut lui causer préjudice comme individu, mais lorsqu'on convoque votre frère, lorsqu'on convoque votre ami, lorsqu'on convoque votre compatriote, souhaitez simplement que tous ces droits soient respectés. Il ne faut pas remettre par principe en cause le droit pour la justice d'entendre une personne pour des faits aussi graves que ceux-là. Pourquoi est-ce que vous voulez contester à notre justice le droit d'entendre un citoyen X ou Y parce qu'il fait de la politique? C'est dans quel état nous nous trouverions? Donc nous ferions la politique... Ils étaient sur la liste et tous, ils vous font peur. Il y a Salomon Escadela, il y a... Mais ça veut dire quoi, font peur? Si voilà pourquoi vous voulez les éliminer avant les élections. On aurait plus peur de Salomon que de son patron, M. Katumbi. Pourquoi on n'a pas arrêté M. Katumbi qui est, lui, le candidat? Vous cherchez Katumbi derrière Salomon. Excusez-moi. Pourquoi vous m'interrompez? Vous cherchez Katumbi derrière Salomon. Vous posez Salomon. vous-même des questions et vous les répondez. C'est M. Katumbi qui est le candidat. Okay. Alors, on aurait peur de Salomon, mais pas de M. Katumbi. On arrête Salomon, on n'arrête pas Katumbi. Donc, vous voyez que votre jugement est complètement biaisé. Si c'est la peur, c'est Katumbi qu'on aurait pris. Pourquoi aller arrêter Salomon? Si c'est lui qui a été trouvé porteur d'armes, il doit aller se justifier. Si M. Katumbi n'avait pas une arme, on n'avait pas à le prendre. Pour quelle raison? Voilà tout. Ayez confiance en votre justice et cessez d'aboyer avec la meute. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. Honorable Lambert Mende Omalanga, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit pendant l'émission? Les mots de la fin. Simplement que je voudrais féliciter encore une fois le président de la République pour son message plein de sagesse, plein de responsabilité au stade de Kachala Bonzola de Mbujimaï à l'occasion de ce jubilé d'argent de Monseigneur Kassanda du diocèse de Mbujimaï. Un message d'amour parce qu'il n'a menacé personne. Il a souhaité que l'Église puisse se mettre au milieu des Congolaises et des Congolais. Ce n'est pas trop exigé. C'est ce que nous tous, chrétiens, peuple de Dieu, famille de Dieu, nous souhaitons de notre Église. Je ne souhaite pas que nos pasteurs puissent devenir ceux qui prennent fait et cause dans nos disputes politiciennes. Ce n'est pas leur rôle. S'ils veulent jouer ce rôle-là, ils n'ont qu'à quitter cet état de pasteur pour devenir des politiciens comme nous. Nous avons beaucoup de respect pour nos pasteurs, mais à la condition qu'ils puissent jouer le rôle pour lequel l'Église a été créée, l'Église que nous appelons l'Église famille de Dieu, dans laquelle se trouvent tous les enfants du bon Dieu, quel que soit le camp politique auquel ils appartiennent. Merci, honorable Lambert Mende Omalanga, député national, président du CCI, parti politique et aussi porte-parole de l'AE. Merci. C'est moi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous. Suivez la rediffusion de cette émission sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. La rediffusion à minuit. Au revoir.